Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Il est 3h56, heure française, le 21 juillet 1969, quand l'astronaute américain Neil Armstrong pose pour la première fois le pied sur la Lune. Il prononce alors cette phrase qui restera gravée dans l'histoire. Les États-Unis savourent cette victoire décisive dans la course à l'espace, engagée avec l'Union soviétique. Le monde bascule, les Russes ont perdu. Ils ne poseront jamais le pied sur la Lune. Pour eux, la conquête de l'espace est terminée. La compétition oubliée, une ère de coopération spatiale va peu à peu se mettre en place. La Station spatiale internationale Mir en sera l'aboutissement. Ein Berliner. It is complete independence that we want. I have a dream. À leur retour sur Terre, les 3 hommes sont fêtés comme des héros par une Amérique en délire. Ils sont les premiers à avoir posé le pied sur la Lune et à en être revenus vivants. Mais la tâche a été rude pour réussir à envoyer ces hommes sur ce satellite naturel de la Terre. Que s'est-il réellement passé au cours des années qui ont précédé cet exploit ? La course aux étoiles commence juste après la Seconde Guerre mondiale. Russes et Américains vont s'accaparer les savants allemands qui avaient participé à la mise au point des premiers avions à réaction comme les Messerschmitt 262. Des premières bombes volantes V1 emportant une charge légère. Et surtout des V2, précurseurs des missiles intercontinentaux propulsés par un moteur fusée. Pendant la guerre, il s'est passé quoi? Les Allemands avaient une avance technologique indéniable. L'avion à réaction, le Messerschmitt 262, et puis dans l'espace, malheureusement à travers les V1 et les V2 qui étaient quand même faits pour détruire. Mais n'empêche que la fusée était née. Wernher von Braun va ainsi perfectionner les V1 et les V2 de 1942 à 1945 dans le complexe secret de Peenemünde près de la mer Baltique. Ces armes, développées par l'Allemagne nazie dès 1938, vont être assemblées à partir de 1943 par les prisonniers des camps de concentration nazis. Elles seront ensuite utilisées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, principalement sur le front ouest et plus particulièrement sur Londres. Même si les dégâts causés par ces armes ont été relativement peu importants, l'impact psychologique de ces missiles indétectables, arrivant à plus de Mach 3 sur leur cible, est en revanche dévastateur pour les populations concernées. On peut dire que la fusée V1 était l'une des premières fusées, bien sûr allemandes, qui ont lancé le programme spatial. D'ailleurs, à la suite de cette fusée V1 qui visait d'aller bombarder l'Angleterre essentiellement, il y a eu la mise au point de cette fusée V2 qui a permis d'asseoir le début du programme spatial, car je crois qu'en ce qui concerne la propulsion des fusées, les types de propulsion qui ont été utilisés sur le V2 ont été utilisés pendant de nombreuses années
à la fois par les Russes, par les Américains et même par les Européens. Donc les Allemands ont été les insuffleurs de cette nouvelle technologie. Mais de l'autre côté, en Union soviétique, puisqu'on était en pleine guerre froide, ils avaient aussi des savants allemands. Mais ils avaient des savants soviétiques, dont l'un est Korolev, qui est le père de l'astronautique soviétique, qui a envoyé le Spoutnik, qui a envoyé Gagarin, le premier homme dans l'espace, et qui a participé au programme pour la conquête de la Lune. La course aux étoiles est lancée. Le premier à conquérir l'espace dominera l'autre. Au début des années 50, assez rapidement, une compétition acharnée va se mettre en place avec une grande question. Qui des deux protagonistes sera le premier à envoyer un homme dans l'espace? La compétition se situe déjà sur le choix des mots. Cosmos est un nom russe, et donc les Russes qui ont été les premiers, les Soviétiques qui ont été les premiers, ont appelé les gens qui allaient dans l'espace les cosmonautes. Les Américains les ont appelés astronautes parce que astronautique est américain, est anglais, donc c'est une façon de se positionner en disant on va parler la langue du pays et on va l'universaliser. Russes et Américains se lancent rapidement dans des programmes de construction de fusées de plus en plus grosses et performantes. Je crois qu'il est intéressant de regarder cette image un peu plus dans le détail, des 5 différentes fusées qui représentent en fait une évolution qui a permis d'atteindre la fusée Apollo, Saturne V, qu'on voit bien sûr à échelle réduite ici, mais on peut imaginer la grandeur de cette fusée, environ 110 mètres, par rapport aux précédentes. Le but avoué dans le contexte de la guerre froide du milieu des années 50 et de l'opposition Est-Ouest est de dominer l'espace et de disposer ainsi d'une potentielle plateforme militaire pour y installer des missiles. Mais peu à peu, ce vide va changer. La conquête de l'espace va bientôt devenir un vecteur de propagande unique. Un excellent moyen pour les Russes de rallier leur opinion publique grâce à des exploits scientifiques hors du commun et des cosmonautes présentés comme des héros du peuple. Il y a une rivalité politique, une rivalité de notoriété. Il faut prouver, les soviétiques surtout veulent prouver qu'ils sont les meilleurs dans les technologies parce que derrière ça veut dire que pour les armes, on est là aussi les meilleurs. Donc on est dans une guerre froide qui est effroyable. Si on est capable d'aller sur la Lune et de poser quelqu'un sur la Lune, c'est qu'on est capable de déployer dans l'espace des satellites d'observation, des armes, et qu'on est capable d'aller frapper partout dans le monde. Dans cette course, les Russes vont peu à peu prendre une avance considérable sur les Américains. Le 4 octobre 1957, les ingénieurs soviétiques réussissent à mettre en orbite circulaire autour de la Terre le petit satellite Spoutnik 1, effectuant ainsi la première mission dans l'espace et envoyant un objet en orbite échappant à l'attraction terrestre. Le bip-bip de Spoutnik va devenir célèbre. C'est la consternation dans le camp américain et la liesse chez les soviétiques. Il fallait à tout prix qu'on fête l'anniversaire de la Révolution d'octobre par un anniversaire qui puisse faire parler au monde. Et là, ça a été un choc parce qu'on parlait pour la première fois de satellites artificiels. On ne savait pas ce que c'était. Et donc, il y a un engin qui pesait quelques kilos, qui émet un bip-bip, qui s'appelait Spoutnik, donc un message universel sur la paix, etc., et qui signifiait, nous, les soviétiques, nous avons la maîtrise de l'espace et nous avons déjà la maîtrise du monde. Un choc terrible chez les Américains, qu'on dit « faut rattraper le retard ». Et ce premier Spoutnik a été suivi par un satellite américain qu'on a appelé d'ailleurs le Pamplemousse, tellement il était petit. Et ce satellite a été mis en orbite en janvier 1958. Le 5 novembre 1957, c'est une autre grande première pour les Russes. Ils envoient dans l'espace à bord de Spoutnik 2 la chienne russe Laïka. Elle fera le tour de la Terre en 95 minutes à plus de 24 000 km/h. Un être vivant a pu quitter la Terre et peut survivre dans l'espace.
À bord de la station Vostok 1, lancée de Baïkonour, le Cap Canaveral russe, le 12 avril 1961, le major russe Youri Gagarin devient le premier homme lancé dans l'espace. Il effectue plusieurs orbites autour de la Terre et reste 70 minutes en apesanteur. Gagarin, on ne l'a pas choisi au hasard. Il fallait qu'il soit beau, donc on l'a choisi sur son physique parce que c'était devenu, et il savait très bien, ça deviendrait le porte-parole du régime soviétique. Et puis, il fallait qu'il soit fils d'ouvrier. Donc, c'était pas facile. Donc, il y avait la compétition était assez dure. Donc, on a recruté ce gars. Il était pilote de chasse, donc il avait une formation aéronautique. Et on l'a formé pour être le premier homme dans l'espace. À son retour sur Terre, Youri Gagarin est fait héros de l'Union soviétique. La propagande utilisera son image durant de longs mois pour souder le peuple russe derrière ses dirigeants et lui faire oublier ses problèmes au quotidien. Encore une première pour les soviétiques. À bord de Vostok 2, le 18 mars 1965, le major Alexis Leonov effectue une première sortie dans l'espace de plus de 10 minutes. Tout au long des années 60, les Russes vont ainsi être en tête de la course aux étoiles. Ils se sont lancés comme les Américains sur un programme lunaire, mais après un certain nombre d'années, reconnaissant les énormes difficultés d'un tel programme, ils ont abandonné. Et c'est à cette époque-là, au moment d'Apollo, que les Américains sont vraiment devenus les grands champions de l'espace. Malgré tout, ce sont les Américains qui vont les premiers arriver à poser un engin sur la Lune. La sonde Surveyor 1 va envoyer les premières photos en provenance de celle-ci. Elles seront capitales pour la bonne marche de la future mission Apollo 11. Les programmes Mercury et Gemini sont lancés. Ce premier projet s'est appelé Mercury et grâce à cela, les Américains ont mis au point leur projet de capsule qui atterrissait ensuite dans l'océan Pacifique grâce à des parachutes en finale. Le deuxième projet qui était similaire était le projet Gemini et qui permettait aussi d'envoyer des hommes dans l'espace et en particulier de pouvoir faire des opérations extravéhiculaires, c'est-à-dire sortir de la capsule Gemini et re-rentrer à l'intérieur de la capsule Gemini. Ces premiers succès entraînent naturellement les premiers drames. Tragique accident le 27 janvier 1967. La capsule Apollo 1 explose en s'écrasant au sol avec ses 3 astronautes lors d'un banal exercice. Première perte américaine de l'espace, l'Amérique tout entière est en deuil. Traumatisés par cet accident, les Américains décident que les missions suivantes d'Apollo 2 à Apollo 6 ne seront pas habitées et serviront seulement de plateforme de mise au point technique. Apollo 7 et 8 emportent des hommes à leur bord, mais seulement pour des missions sans grand danger. Apollo 9 sera la première mission habitée en orbite terrestre comportant des risques réels pour l'équipage. La mission suivante, Apollo 10, emporte un module d'exploration lunaire habité qui se détache de la capsule, s'approche du sol sans toutefois s'y poser et revient s'arrimer à la capsule. La mission suivante, historique, Apollo 11, va pouvoir commencer. 16 juillet 1969, Floride, Cap Kennedy. Les dernières vérifications sont faites. Au petit matin, les 3 astronautes, Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins, montent à bord. Le pas de tir est totalement évacué. Le compte à rebours est lancé. La fusée porteuse Saturne V, haute de 111 mètres, pesant 3100 tonnes et d'une puissance de 135 millions de chevaux, emporte à son sommet la capsule spatiale Columbia. Seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start.
À 12h07, heure française, la fusée décolle et commence à s'élever. À 12h45, la fusée se sépare du premier étage de propulsion, puis du deuxième étage. Peu de temps après, la fusée se positionne en orbite terrestre stationnaire à 190 km de la Terre. La première partie de la mission est totalement réussie. Compte tenu de la rotation de la Terre, compte tenu de l'atmosphère, pour satelliser quelque chose, on a une vitesse et une altitude minimale à atteindre. La vitesse, c'est 28 000 km/h, l'altitude, c'est 300 km. Et on y arrive en moins de 10 minutes. Hein. En fait, c'est pas grand-chose d'aller dans l'espace. C'est à côté. On est sur la banlieue de la Terre. À partir de là, on peut être satellisé. À 17h06, une nouvelle phase de la mission débute. La fusée rallume ses moteurs, sort de l'orbite terrestre et commence son voyage à plus de 39 000 km/h vers la Lune. 3 jours vont ainsi être nécessaires pour l'atteindre. On met 3 jours parce qu'on se limite aux environs de 30 000 ou 35 000 km/h, ce qui est quand même rapide. Mais si on veut aller au-delà, il faut pouvoir maîtriser. Alors il y a 2 choses à maîtriser. Il y a le ralentissement. Si on est à 200 000 km/h, quand on arrive à proximité de la Lune, on risque de rater la mise en orbite. Donc on risque d'aller tout droit. Donc c'est quand même pas évident. Allumer les rétrofusées, ça bouffe beaucoup d'énergie. Or, on n'en avait pas beaucoup quand même. Hein. C'était un séjour qui durait au minimum 6 jours, 7 jours, voire une semaine. Donc il fallait économiser. Donc on a choisi ce compromis de ne pas aller trop vite. Le 19 juillet, en fin de soirée, la capsule s'est enfin stabilisée en orbite lunaire sans encombre. Après d'ultimes vérifications, le 20 juillet à 13h11, le module lunaire Eagle, également appelé LEM, ou Lunar Exploration Module, se détache et commence sa descente vers la Lune. Armstrong et Aldrin sont à bord. Collins, pilote de la capsule mère Columbia, reste en orbite stationnaire en attente du retour du LEM. La descente vers la Lune est difficile. À 1800 mètres de la surface, l'alarme se déclenche. Les fameux ordinateurs qui devaient aider les astronautes à se poser bug. Neil Armstrong décide de continuer la descente et opère le retournement du LEM en pilotage manuel pour pouvoir se poser. En arrivant près de la surface, les 2 astronautes s'aperçoivent que la zone prévue pour l'atterrissage est couverte de gros rochers et ne peut pas convenir. Ils cherchent en catastrophe un autre site d'alunissage. Le site prévu initialement pour l'atterrissage a ainsi été dépassé de près de 7 km à cause d'un retard de quelques 1/10 de seconde à l'allumage du moteur de descente du LEM. De plus, les pilotes ont été gênés par les alarmes de l'ordinateur qui gérait la descente. Cela a prolongé le vol d'une manière dangereuse puisqu'il ne restait plus que 16 secondes de carburant au moment où l'appareil s'est posé. Nous sommes le 20 juillet, il est 21h17. Pendant quelques heures, les astronautes restent dans le LEM et font les dernières vérifications et mesures. Le lundi 21 juillet 1969, à 3h56, la porte du LEM s'ouvre. Dans l'espace, on n'a pas le droit à l'erreur. Tout est calculé. Et ce que vous allez dire sur les ondes est strictement contrôlé. Donc, tout est prévu, y compris la fameuse phrase d'Armstrong qu'on lui a fait apprendre avant de partir. Ces images historiques incroyables pour l'époque seront diffusées en direct dans le monde entier.
One small step for man, one giant leap for mankind. Armstrong descend l'échelle et pose le pied gauche sur la Lune. Il semblerait qu'il a commencé par dire un grand pas, un petit pas pour moi, un grand pas pour l'humanité, et il s'est repris en disant un petit pas pour l'homme. Et parce que on a beau répéter, et je comprends qu'au moment où on pose le pied pour la première fois sur la Lune, on est quand même, il y a de l'émotion dans l'air. On les a choisis justement parce qu'ils sont capables de maîtriser leurs émotions, mais quand même, ça peut s'expliquer. Aldrin le rejoint quelques minutes plus tard. Ils vont rester 22 heures en tout sur la Lune, dont plus de 2 heures à l'extérieur du LEM. Le programme de travail planifié par la NASA prévoit entre autres la mise en place de plusieurs dispositifs qui permettront la mesure du vent solaire, l'étude du mouvement en apesanteur et le prélèvement de plusieurs échantillons de sol lunaire. On a fantasmé pendant des années, on pensait qu'il y avait de la vie peut-être sur la Lune, avec les grosses lunettes. On s'est aperçu que c'était un terrain totalement aride, probablement un magma quand même, mais pas d'eau, pas d'oxygène, rien. Ça veut dire plus 150 degrés à midi, moins 150 à minuit. On pèse 6 fois moins lourd que sur la Terre, ce qui nous permet de faire des bonds géants, ce qui est quand même agréable. Et puis, il faut des combinaisons spéciales, comme celle-ci, qui est celle de Gene Cernan, un des Américains qui s'est posé sur la Lune. 7 couches de vêtements, un radiateur permanent, de l'oxygène en autonomie. Il a des caoutchoucs au bout des doigts. Si jamais il y a un trou, il est mort. Donc vous voyez la technologie extrêmement pointue. Sur la Lune, les astronautes laissent en témoignage une plaque en acier inaltérable gravée d'un message. C'est ici que des êtres humains de la planète Terre posèrent pour la première fois le pied sur la Lune en 1969 après Jésus-Christ. Nous sommes venus en paix pour toute l'humanité. Lorsque Aldrin est remonté dans le module lunaire, il a cassé l'interrupteur permettant de redémarrer les moteurs de l'appareil. Par chance, comme il s'agissait d'un bouton poussoir, il a pu utiliser la pointe d'un stylo pour l'enclencher. Ce stylo était en fait le seul objet personnel en provenance de la Terre que Buzz Aldrin avait été autorisé à emporter avec lui. À 18h54, le 21 juillet, la fusée de l'étage du LEM servant au retour est mise à feu. La base du LEM reste sur la Lune. Elle y est toujours. Le redécollage de la Lune s'est passé sans problème. Il faut maintenant revenir sur Terre. Le LEM s'arrime à la station mère Columbia à 22h35. Le lendemain 22 juillet, l'étage de retour du LEM est largué. Les moteurs de retour sont mis à feu et la capsule mère Columbia entame son voyage de retour vers la Terre. Tout se passe bien. With a little recovery force information, over. Go ahead. Roger, the Hornet is on. L'amérissage de la capsule, attachée à ses parachutes, s'effectue sans problème le 24 juillet 1969 à 17h51 en plein océan Pacifique. Des navires de l'US Navy qui croisent à proximité se chargent de récupérer l'équipage. La première expédition lunaire américaine s'achève sur un succès total. L'Amérique va faire un accueil triomphal à ses 3 héros.
Des hommes ont permis que le monde vive cet instant fabuleux. Qui sont-ils ? Le monde, passionné par la course aux étoiles qui oppose le bloc soviétique aux États-Unis, suit le vol de Sputnik 2. À son bord, le premier être vivant à être envoyé dans l'espace, la chienne russe Laïka. Pendant plusieurs jours, les tests vont prouver qu'il est ainsi possible de survivre dans l'espace. Première perte dans la conquête de l'espace, Laïka mourra tout simplement par manque d'oxygène. Né en 1934, pilote d'essai de l'armée soviétique, le major Yuri Gagarin a 27 ans le 12 avril 1961. Il décolle ce jour-là de la base de Baïkonour à bord de la fusée Vostok 1. Après avoir fait plusieurs fois le tour de la Terre à plus de 200 km d'altitude et être le premier homme à avoir testé la pesanteur dans l'espace, il reviendra sain et sauf sur Terre, le jour même, près de Saratov. C'est le